Bonsoir à tous. Comme Roberto vous l'a dit, moi je vais vous présenter l'intérêt du screening des anti-SSA et au laboratoire et spécifiquement chez les femmes enceintes. Tout d'abord, les anti-SSA, ce sont des anticorps qui vont cibler des ribonucléoprotéines, donc SSA52 et SSA60, qui sont en fait deux isoformes qui font partie d'un complexe antigéniques dont le rôle reste peu clair. Elles font partie des ENA, donc des antigènes extractifs du noyau, et on les retrouve dans l'ensemble des noyaux cellulaires. Les anticorps qui ciblent ces SSA sont des IgG, qui vont être capables de traverser la barrière placentaire et qui vont avoir un intérêt diagnostique dans toute une série de pathologies. Ils vont être principalement associés à deux connectivites, donc le syndrome de Sjögren et le lupus systémique érythémateux. Et dans ces cas-là, il s'agit surtout des SSA60. On les retrouve dans plus de 70% des syndromes de Sjögren primaires. Et donc, maintenant, ils font également partie de la classification. C'est un des critères de classification pour le syndrome de Sjögren primaire. Par contre, on les retrouve un peu moins fréquemment dans les syndromes de Sjögren secondaires. Dans les lupus, on va retrouver des anti-SSA dans 10 à 60% des lupus, avec également une valeur diagnostique. Et alors, les SSA52, cette fois, qui sont en général moins spécifiques et associés plutôt à d'autres pathologies, mais également au lupus néonatal, qui est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors, il s'agit d'une maladie auto-immune acquise par transfert passif en fait, d'anticorps de la mère au fœtus. Ça peut être des anti-SSA, mais également d'autres anticorps. Les mères des nouveau-nés qui vont être atteints n'ont pas forcément de lupus elles-mêmes, ce qui peut être un peu contradictoire et ce qui peut souvent poser problème. Mais par contre, elles peuvent développer une pathologie auto-immune par la suite également. C'est une pathologie qui apparaît in utero ou alors dans les premières semaines après la naissance, dans ce cas-là avec un pronostic qui est bien meilleur. Et alors, elle peut se manifester de différentes manières. Donc, on peut avoir soit des manifestations cutanées qui apparaissent en général dès la naissance ou alors dans les premières semaines de vie, qui sont très typiques et qui sont en fait assez similaires à celles qu'on observe dans les lupus systémiques. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné le nom à cette pathologie au début. Ou alors, on peut avoir des manifestations plutôt cardiaques, donc rarement les deux sont combinés. Et dans ces cas-là, ce sont des manifestations qui sont plus graves et qui sont directement associées aux anti-SSA. Et plus rarement, on a aussi des manifestations autres, hépatiques, hématologiques ou neurologiques. Donc, la complication la plus sévère du lupus néonatal, c'est le bloc cardiaque congénital, donc qui peut être de sévérité variable avec un bloc de premier, second ou troisième degré. Mais dans tous les cas, c'est très fortement associé aux anticorps anti-SSA. Dans la majorité des cas, donc plus de 80%, on va détecter cette anomalie entre les semaines 18 et 28. Donc, ça va être une fenêtre vraiment très importante à surveiller. Et alors, cette complication apparaît presque exclusivement chez les enfants de mamans qui ont des anti-SSA positifs. Alors, parmi justement cette population de femmes anti-SSA positives, seulement 2% d'entre elles vont développer cette complication, mais par contre, pour celles qui ont déjà eu un fœtus atteint, alors là, elles ont presque 10 fois plus de risques d'avoir une grossesse également avec un bloc congénital pour la suivante. Alors, au niveau de la physiopathologie, on sait que les dommages cardiaques vont apparaître après le développement normal du cœur, puisqu'en fait, on n'a pas d'anomalie au niveau vraiment structurel du cœur. On va vraiment avoir des anticorps qui se fixent au niveau des tissus conducteurs avec une réponse inflammatoire importante qui va mener à un processus fibrotique avec une calcification au niveau de l'oreillette qui va induire un bloc dans la conduction du signal, qui peut être complet ou non et qui mène à une bradycardie fœtale, donc avec un rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute. Alors, l'étape qui reste peu claire, c'est la toute première étape où on a vraiment la fixation des anticorps et leur mécanisme d'action. Donc, il y a deux hypothèses qui sont évoquées pour expliquer ça. Donc, la première, c'est l'hypothèse de l'apoptose.
Donc, les anticorps, une fois qu'ils ont traversé la barrière placentaire, en fait, ils se fixeraient sur les cardiomyocytes en apoptose, ce qui empêcherait leur élimination normale. Et alors, à la suite de ça, on aurait une infiltration par des macrophages, une activation des fibroblastes avec le relargage de cytokines pro-inflammatoires et ce processus de calcification. La deuxième théorie qui est évoquée, c'est une fixation des anticorps au niveau des canaux calciques, ce qui va entraîner une dérégulation des courants calciques et également à long terme un processus apoptotique. Alors, à ces théories s'ajoute également l'influence de facteurs autres, donc génétiques et environnementaux, et qui sont confortés par des case reports en fait, qui montrent une discordance de blocs congénital chez des jumeaux homozygotes qui sont donc a priori génétiquement identiques et exposés aux mêmes facteurs in utero, mais donc dans ces familles, il y avait à chaque fois un seul des deux jumeaux qui était affecté par le bloc. Alors, cette complication donc, a une mortalité globale qui est quand même assez importante, de 18%, avec à peu près 70-80% de morts intra-utérines. Et parmi les nouveau-nés qui survivent, donc on aura malheureusement quand même besoin d'implanter des pacemakers dans 70% des cas. Pourtant, donc, le dépistage des anti-SSA ne fait pas partie du dépistage prénatal de routine, malgré que plus de la moitié des femmes qui ont un fœtus avec la complication sont en fait asymptomatiques au moment de la grossesse, malgré qu'elles sont bien porteuses des anticorps. Donc, il y a quand même donc, toute une série de catégories de patientes qu'il est quand même très important de repérer et de screener, donc notamment toutes les patientes qui ont des pathologies auto-immunes connues, syndrome de Sjögren, lupus, etc., ou des patientes qui ont des symptômes qui peuvent être spécifiques de ces pathologies et qui souhaitent tomber enceinte. Alors, donc, l'intérêt de dépister ces anticorps, c'est de pouvoir agir en préventif, donc notamment par un suivi dans une unité de grossesse à haut risque, et également d'avoir un monitoring qui est beaucoup plus fréquent chez ces femmes, et notamment qui devient hebdomadaire, donc entre les semaines 18 et 28, ou parfois 16 et 26 selon les publications, donc qui est vraiment la fenêtre de vulnérabilité pour le bloc cardiaque. Et alors, donc maintenant, on a des études qui ont prouvé l'efficacité de l'hydroxychloroquine, donc pour diminuer le risque de bloc cardiaque congénital. Donc, ce qui est recommandé, c'est que donc, si les femmes sont déjà traitées pour leur maladie auto-immune par l'hydroxychloroquine, elles doivent absolument le continuer pendant la grossesse. Donc, on a montré qu'il y avait plus d'effets nocifs pour la femme et pour le bébé si elles arrêtent le traitement plutôt que si elles le continuent. Et alors, si on découvre des anticorps chez la maman, on peut également donner l'hydroxychloroquine en préventif, spécialement pour la grossesse. Et alors, à ce moment-là, elles peuvent l'arrêter après l'accouchement si tout va bien. Et alors, il y a d'autres études qui sont en cours sur l'hydroxychloroquine pour voir cette fois l'effet sur le risque de récurrence. Donc là où c'est uniquement des femmes qui ont déjà eu un fœtus atteint qui sont incluses et l'étude les suit pendant leur grossesse suivante. A priori, d'après les premiers résultats, ça permettrait quand même de diminuer de moitié le risque de récurrence de bloc congénital. Alors, concernant le traitement, donc, in utero, on va d'abord principalement surveiller le fœtus avec des monitorings rapprochés. Notamment pour le bloc de premier degré, on va essayer de se contenter du monitoring, éventuellement de le répéter plus fréquemment quand on a une anomalie. Par contre, à partir d'un bloc de second degré, on doit traiter. Donc, pour ça, on utilise des corticoïdes, principalement la bêtaméthasone et la dexaméthasone qui passent facilement la barrière placentaire. Et alors, certaines études conseillent de les combiner avec des immunoglobulines en intraveineuse. Par contre, pour un bloc de troisième degré, donc le bloc complet, il est irréversible et donc le traitement dans ce cas-là est assez controversé. Et alors, après la naissance, donc en postnatal, ce qui est conseillé, c'est simplement un suivi des patients pour ceux qui ont eu une anomalie légère pendant la grossesse. Et par contre, pour les patients qui ont eu un bloc sévère, on va devoir implanter un pacemaker dans 70% des cas et en général très rapidement après la naissance. Donc 2/3 des enfants sont déjà implantés dans les 10 premiers jours de vie. Donc maintenant, on voit bien qu'on a tout intérêt à bien détecter ces anticorps et donc pour ça on a toute une série de tests
qui sont disponibles au laboratoire. Et donc, on utilise de façon générale cet algorithme. Donc, comme on a dit, donc les SSA font partie des ENA. Donc, si on regarde l'algorithme, on va toujours passer d'abord par le test de screening des facteurs antinucléaires. Et en cas de positivité, on va réaliser le screening des ENA et pour finir, l'identification. Donc là, par un immunodote pour vraiment identifier l'antigène qui est vraiment ciblé par l'anticorps que l'on a détecté. Alors, donc, le tout premier test que l'on utilise, c'est l'immunofluorescence indirecte sur cellules HEP2. Donc, ces cellules HEP2, ce sont des cellules épithéliales tumorales qui vont avoir plusieurs avantages pour cette analyse. Donc, elles ont des noyaux de grande taille et elles ont de multiples mitoses. Donc, ça va nous aider beaucoup pour l'interprétation. Et donc, ces cellules sont en fait fixées sur des lames, donc comme celle que vous voyez sur la gauche. Et alors, chaque puits va correspondre à un emplacement pour un sérum de patient. Si le sérum du patient contient des anticorps, ils vont se lier spécifiquement à l'antigène sur ces cellules HEP2. Et alors, on ajoute simplement un conjugué couplé à un fluorochrome. Et alors, on va utiliser une lecture par microscope à fluorescence qui est automatisée. La dernière étape d'interprétation, elle se fait donc grâce à l'expertise d'un technologue. Et ça consiste donc d'une part à relever l'intensité de la fluorescence. Donc ça va nous donner d'abord une information sur la positivité ou non de l'échantillon. Et ensuite, également pour savoir si on doit faire des dilutions supplémentaires. Et ensuite, on va également donc décrire l'aspect de la fluorescence. Donc on parle de pattern de fluorescence. Et ça va vraiment nous aider, déjà nous donner des pistes pour l'identification finale de l'anticorps et éventuellement de la pathologie associée. Donc, juste pour vous donner une idée, donc ici, vous avez donc en bas la bandelette qui est en fait l'immunodote pour l'identification des ENA. Donc, vous voyez qu'on a toute une série d'anticorps et au-dessus, vous avez toutes les images qui correspondent par immunofluorescence. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des fluorescences tout à fait différentes et certaines sont vraiment spécifiques d'un antigène précis et parfois d'une pathologie précise. Alors, donc, cette technique d'immunofluorescence est très sensible, donc c'est très intéressant pour un test de screening. Cette sensibilité varie un peu selon la pathologie qui est concernée, mais donc, par exemple, pour le lupus, on est quasiment à 100% de sensibilité. Les cellules HEP2 permettent de cibler une très large gamme d'antigènes. Et alors, comme on a vu, donc, le pattern de la fluorescence va déjà être une aide dans le diagnostic. À l'inverse, ce sont des tests qui ont une spécificité assez faible, donc avec pas mal de faux positifs. On détecte également beaucoup d'anticorps, mais c'est vrai que tous ne sont pas pour le moment bien décrits ou en tout cas n'ont pas forcément un lien établi avec une pathologie. On a eu des cas également, on sait, c'est répertorié dans la littérature, que certains anti-SSA peuvent être loupés par cette technique. Et alors, ça reste une technique qui prend pas mal de temps, qui ne peut pas vraiment être réalisée en urgence et qui reste assez subjective puisqu'on a besoin de l'expertise d'un observateur. Cependant, donc, les groupes d'experts qui tentent de standardiser les différentes méthodes, mais donc l'immunofluorescence indirecte reste le gold standard pour la détection des ANA. Alors, donc, si on regarde maintenant, donc, après le screening des ANA positives, donc, on passe au screening des ENA. Donc, jusqu'en 2019, on utilisait le test ENA7, mais donc, il ne contenait que 7 antigènes par rapport à tous ceux qu'on peut retrouver par la suite sur la bande de l'immunodote. Et donc, on nous a proposé un nouveau test de screening, le CTD Screen, qui reprend donc l'ensemble du panel du DOT ainsi que le DSDNA en plus, donc un panel beaucoup plus élargi. Les deux reposent exactement sur le même principe. Donc, ce sont des tests par chémiluminescence complètement automatisés, donc avec un système de billes magnétiques qui sont cotées avec les différents antigènes. On ajoute ensuite un anticorps conjugué à l'isoluminol et alors la luminescence qui va apparaître lorsque l'on ajoute les déclencheurs va être proportionnelle à la quantité d'anticorps qui s'est fixée au niveau des billes. Alors, donc, on a évalué ce nouveau test de screening dans plusieurs buts, mais donc, ce qui nous intéresse spécialement ce soir, c'est un peu pour voir si ce test avait une meilleure sensibilité pour les anti-SSA, puisqu'en fait, on s'est rendu compte avec l'ancien screening qu'on avait également loupé des SSA positifs chez des patients.
Donc, pour ça, on a récupéré pendant 4 mois l'ensemble des sérums des patients de tous nos hôpitaux, des patients de tout âge, pour lesquels on avait un screening par immunofluorescence positif et puis un screening ENA7 qui revenait négatif, et pour lesquels on avait quand même identifié éventuellement un anticorps par la suite. Donc, on les a tous testés par le CTD screen, et en cas de positivité, on a essayé d'identifier l'anticorps qui pouvait être en jeu par toute une série d'immunodotes. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Donc, on a récupéré 152 échantillons. Parmi eux, on avait donc 152 échantillons ANA positifs et ENA7 négatifs. Parmi eux, on a eu 28% de positifs avec le CTD screen. Et on voit que parmi ceux-là, on a récupéré quand même 8 positifs pour des anti-SSA. Donc, ça montre bien qu'on les avait loupés par l'ancien test de screening. Alors, on n'a pas d'explication vraiment à cela. Ce n'est pas quelque chose qui était connu dans la littérature. Donc, on a contacté la firme qui a envoyé les échantillons aux États-Unis pour confirmation. Et donc, ils sont vraiment revenus positifs pour des anti-SSA. Donc, on a vraiment un intérêt avec ce nouveau screening. On a également un intérêt pour le diagnostic des sclérodermies, puisqu'on voit que le panel est beaucoup plus large et qu'on récupère pas mal d'anticorps associés aux sclérodermies. Et alors, on a eu également pas mal de tests qui sont revenus positifs sans qu'on arrive à identifier d'anticorps par la suite. Alors, au niveau du positionnement de ce test, on a simplement remplacé l'ancien test de screening par celui-ci. On n'a rien changé au niveau de notre algorithme d'auto-immunité. Alors, donc en conclusion, donc du côté du laboratoire, donc on combine une technique d'immunofluorescence indirecte et une technique de chémiluminescence pour la détection des ENA, donc pour offrir des performances analytiques optimales. On réfléchit à un moyen de pouvoir peut-être ne pas louper justement ces anti-SSA dans des cas de grossesse à risque. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une suspicion clinique, même si les screenings reviennent négatifs. Et alors, l'intérêt principal de ce screening, c'est justement d'éviter des grossesses où les femmes ne sont pas au courant qu'elles portent les anticorps jusqu'au moment où le fœtus est atteint, et de pouvoir optimiser le monitoring et la prophylaxie, puisqu'on sait que donc le bloc cardiaque congénital représente toujours un diagnostic assez délicat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le plus important, comme il s'agit de quelque chose d'irréversible, c'est d'agir au niveau de la prévention. Et donc, même s'il s'agit d'une pathologie assez rare, on a une mortalité qui est non négligeable et des conséquences sur le long terme aussi assez importantes. Alors, quelques messages à retenir. Donc, de façon générale, donc, toutes les femmes qui sont porteuses d'auto-anticorps anti-SSA sont considérées à haut risque et doivent être référées par une unité de grossesse à haut risque. La présence des anti-SSA est nécessaire pour le développement d'un bloc cardiaque congénital, mais n'est pas suffisant, puisqu'on voit que uniquement 2% des femmes qui les présentent vont développer un bloc. Que par contre, les femmes ne doivent pas forcément avoir une pathologie auto-immune active au moment de la grossesse pour avoir un risque de développer un bloc cardiaque congénital. Donc, la majorité sont asymptomatiques à ce moment-là. Que les monitorings fréquents sont très fortement conseillés, puisque un bloc cardiaque peut progresser de façon très rapide, et de façon générale, il ne faut pas hésiter à demander un test spécifique en cas de suspicion clinique très importante. Merci à vous.